Tac. Voilà, ça va bien marcher. Et coucou, c'est Laura, donc bienvenue dans ce premier épisode des chroniques BD de moi, où on va parler du coup pendant une bonne demi-heure de BD, de comics et de mangas. Pas se limiter à uniquement les bandes dessinées, hein, puisqu'on a la chance d'avoir des bandes dessinées qui viennent du monde entier, donc autant un petit peu tout lire, chacun a ses spécificités, donc c'est ça qui rend le médium intéressant. Donc là, chaque émission aura lieu une fois par mois, en début de mois. Le premier vendredi, donc là on est le 4 février, le prochain épisode sera le 4 mars. Normalement, je vais essayer de tenir le rythme, donc j'aurai toujours entre 10 et 15 BD tous les mois. Donc vous allez vite vous rendre compte que les bandes dessinées vont tourner principalement autour de la science-fiction ou de l'heroic fantasy. On s'interdit pas bien sûr d'autres styles, hein. De toute façon d'ailleurs aujourd'hui on en a aussi. Donc, de plus, je vais quand même rester principalement sur des choses que vous allez trouver sur les étalages des magasins, des librairies, puisque je vais pas aller dénicher le petit truc chez un brocanteur, dire oh, j'ai trouvé ce truc, c'est génial, ça pourrait peut-être arriver, mais la plupart du temps ce sera quand même des nouveautés qui sont bien devant. Même si il y aura pas mal de comics, et les comics, là les chiffres sont tombés cette semaine, les comics c'est déjà un public de niche, ça fait que seulement 4% de tout ce qui est BD, comics et manga, donc c'est déjà pas grand monde, et en plus là-dedans, je vais plutôt aller tabler sur des comics indépendants. On aura très peu de super-héros. On en aura, ce sera pas forcément du Marvel et du DC, ce sera du Valiant. J'en parlerai le jour où on en aura un, normalement peut-être le mois prochain. On verra. Et du coup, on va commencer tout de suite par la première BD que j'ai lue. Hop, ce mois-ci. Tac. Hop, on se retrouve et donc là on va parler de 20th Century Boys. Donc un manga, donc dans sa version Perfect Edition, c'est le tome 11, le dernier tome. C'est un manga qui a été publié début des années, enfin dans 99 je crois, 99-2000, qui date d'il y a un moment, qui a eu un prix à Angoulême, un Eisner Award aux États-Unis et puis tout un tas de prix au Japon. Donc c'est scénarisé et dessiné par Naoki Uradawa, qui a fait 20th Century Boys, hein, c'est quand même un petit peu son chef-d'œuvre. Il a également scénarisé et dessiné Monsters, qui est pareil, qui est un petit peu dans la même veine, qui raconte une histoire une histoire bien différente. C'est vraiment ces deux titres qui marquent ce qu'il a fait. Il a fait aussi une reprise d'Astro Boy, qui s'appelle Pluto. Et donc concernant 20th Century Boys, donc là on est sur vraiment la fin de la série, même si il faudra lire 21st Century Boys, qui sortira normalement le mois prochain en Perfect Edition. Je vais attendre aussi, même si je l'ai déjà lu, hein. Donc là, par rapport à cette lecture, donc c'était la 3e fois que je relisais ce manga. J'avais été rapport aux 2 premières fois, j'ai peut-être été un peu plus déçu. Peut-être parce que je savais ce que je lisais, hein, maintenant je commence à connaître l'histoire, plutôt pas mal. Mais je sais pas, ça a moins fonctionné que les premières fois. À plusieurs moments dans l'histoire, c'est le style de Urasawa. On va suivre les personnages et d'un coup ils vont faire c'est petit point, on passe à une scène suivante. Et donc d'autres personnages qui réfléchissent un peu au même problème, et ils vont refaire encore juste à la fin, oui mais c'est... Et ça va durer 1 ou 2 chapitres avant de connaître finalement la personne que c'était. Je n'ai pas parlé du coup de... Ça parle de 20th Century Boys. Alors, en 1969, donc au moment en été 69 principalement, même s'il y a plein de petites histoires un peu à droite à gauche, hein, un groupe d'enfants, ils s'imaginent un scénario de fin du monde au début des années 2000. Enfin d'ailleurs, au 31 décembre 1999, au moment du passage du jour de mort, ils imaginent un scénario de fin du monde avec un robot qui disperse un virus meurtrier et tout. Et ensuite des super-héros
et en l'occurrence des héros qui viennent sauver le monde et tout. L'histoire est un peu plus compliquée, parce que le héros, enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail pour pas spoiler, on va essayer d'éviter les spoils, donc des fois je vais être très lacunaire sur sur mes résumés. D'ailleurs vous allez voir que je fais des résumés fantastiques. Ah, ça donne envie, mes résumés donnent vraiment envie. Hein. Donc du coup, en 69 ils imaginent ce scénario, et quand ils arrivent vers 95-96, il y a le Kenji, donc le personnage principal, un des personnages principaux, parce que les personnages, vous verrez, il y en a un qui ils se rendent compte que leur scénario qu'ils avaient imaginé avec ses copains quand ils étaient gamins commence à se résoudre, à se réaliser. Et là, ils se posent tous, donc ils retrouvent ses copains pour savoir, mais tu le connais, parce qu'ils se disent, tiens, c'est quelqu'un qui connaît ce plan, donc c'est un de nos amis. Mais qui? Et c'est la grande question. Et là, donc, ce qui est intéressant dans le manga, c'est qu'on va passer à différentes époques. Donc, en 1969, on va aller en l'an 2000, on va également aller en 2015 et 2017, dans le futur de l'histoire, parce que nous, le 2017, c'est passé maintenant. Donc, il n'y a rien à voir d'ailleurs avec le 2017 du manga. Donc c'est assez intéressant tous ces flashbacks, ces retours dans le présent, dans le passé. Ça alourdit peut-être un petit peu l'histoire au bout de 11 tomes en Perfect Edition, sinon je crois que c'était 19 volumes en édition normale, puisque l'édition Perfect, voilà, vous pouvez voir à peu près la taille, si on prend par rapport à un manga classique, là, un pur shonen, donc je vais parler juste après, voilà, on voit que c'est quand même beaucoup plus petit, 400 pages, et ça c'est 200 pages, et en taille, voilà, pareil, on voit la différence de taille. C'est ça qui rend vraiment la Perfect Edition intéressante, et que déjà ça fait du volume double, au moins à lire, on enchaîne un petit peu plus, et c'est surtout la taille. Parce que les mangas, moi c'est un petit peu la difficulté que j'ai avec les mangas, c'est que c'est un format poche. Donc c'est un petit peu petit, j'aime beaucoup moi les mangas un peu plus grands, ça permet de mieux voir les dessins. Donc c'est pour ça que je recommande les Perfect Edition plutôt que les formats de poche, même si au moins le format de poche, on découvre ça directement. Donc non, voilà, 20th Century Boys, c'était quand même très très bien. Il était temps que ça se termine. Puisque là, voilà, la narration, comme je disais tout à l'heure, elle est un petit peu lourde, avec toujours ces oui, mais c'est machin. Enfin, ils disent même pas machin, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. C'est ça la narration de l'Adawa. Donc voilà, entre les deux fois en plus où je l'ai lu, entre temps j'ai lu Monster, qui la même narration. Donc voilà, peut-être j'ai été un petit peu gavé par cette histoire. D'ailleurs, je vous ai même pas mis d'image alors que je les ai. Je vais vous mettre un petit peu des dessins quand même dans le dessin. Mais en fait, c'est tout pourri ça. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, c'était les images que vous voyez, ce sont des images où il n'y a pas de spoiler. En théorie, bien sûr. C'est toujours la théorie. Donc c'était quand même un très bon manga. Je suis très content. Maintenant, on va attendre 21st Century Boys et je vous en parlerai à nouveau du manga et vraiment de comment ça conclut. En mémoire, 21st Century Boys, c'est terrible. Voilà. Donc, la série 20th Century Boys est terminée, disponible aux éditions. Alors, c'est quelle édition que je regarde? C'est chez Panini. Donc, c'est 2 volumes en un, comme je disais juste avant. Et toujours qu'un format classique. On va passer à la deuxième BD. Hop. Et on arrive sur Veil. Alors, Veil, il est où? Je l'ai pas. Tac. Ah, il est là. Ah. Alors, Veil. Et donc ça, comme je disais, qu'on allait un peu se balader dans le monde entier avec les bandes dessinées, là on a un comic. On va parler d'un comics parce que le format c'est vraiment format comics. Bon, en bien épais, puisque c'est une histoire qui est en intégralité. Donc c'est un comics suédois. Donc scénarisé par Sarah F. Green, qui est une scénariste et romancière suédoise, et Carl Johnson, qui est un dessinateur de bande dessinée suédois aussi. Qu'est-ce qu'il a dessiné non, je ne sais pas ce qu'il a dessiné. Donc c'est sorti l'année dernière, et donc, donc dans un format intégral, en plus un assez beau format, puisque là la reliure est tissée, ça fait bien, puis on a même droit à une petite
un petit marque-page directement intégré à la bande dessinée. Ça peut être pratique pour retrouver ces pages. On n'a pas de marque-page sous la main. De quoi ça nous parle, Veille? Alors, donc nous sommes en Scandinavie. Donc dans la mythologie scandinave, on a un groupe d'humains qui décident d'aller battre des géants des glaces pour faire plaisir à Odin. Donc ils cherchent à aller à Jotunheim, et sur la route, ils rencontrent une jeune fille qui est en train plus ou moins de se noyer, qui repêche, et il s'avère que cette fille vient de Jotunheim. Donc ils se disent, toi tu vas nous guider vers là. Et voilà, ensuite, ils font débarquer à Jotunheim, et je vous laisse ensuite la surprise du scénario. Puisque dans cet univers, c'est ça d'ailleurs qui va être très intéressant aussi, c'est qu'on va avoir le point de vue de l'histoire au niveau des géants des glaces. La plupart du temps, c'est toujours les dieux d'Asgard qui affrontent les géants des glaces. Odin, Thor, tout ça, qui tapent sur les géants. Là, pour une fois, on aura le point de vue des géants. La particularité de cet univers, c'est que voilà, il y a Midgard qui est protégé par Midgard, le monde des hommes, qui est protégé par Asgard, donc par Thor, Odin, et compagnie, et Jotunheim, avec des humains aussi également, qui eux sont protégés par les géants des glaces. Et d'ailleurs, il y a autant dans le monde des humains, c'est un peu le monde qu'on connaît, de l'époque. Les dieux ne se mélangent pas aux humains, du moins pas directement, alors que à Jotunheim, les géants sont connus. D'ailleurs, les humains de Jotunheim sont un peu plus forts que les humains de Midgard, puisqu'ils ont du sang des géants des glaces en eux. Voilà. Donc c'est vraiment le postulat de l'univers, et ensuite le postulat de départ. Et ben, Veil, du coup, c'était une très bonne surprise. C'est franchement bien. Ouais, effectivement, je dis comme ça, c'est un petit peu lacunaire. Je sais pas, il y a un truc avec cette bande dessinée qui a fonctionné avec moi. En termes de mise en scène, là vous pouvez voir les pages, qui sont bien. L'histoire est bien rythmée, ça se lit bien, donc c'est découpé par chapitre, puisque quand le livre a été publié en Suède, ça a été publié comme à l'américaine par chapitre. Donc il y a vraiment le découpage classique avec le cliffhanger en fin de chapitre, un peu comme les mangas d'ailleurs. Vraiment comme les mangas. Donc du coup ça rendait la chose dynamique. À chaque fois on dit, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière? Un petit bémol quand même au niveau de la lisibilité. Vous le voyez sur une des pages, de temps en temps, des pages doubles. Donc là, voilà, je suis resté en page simple, sinon c'était un peu compliqué à mettre, à afficher. C'est qu'on va avoir les personnages qui vont se déplacer sur les cases directement. Donc on va suivre les bulles sans problème avec les personnages qui se déplacent et tout. Ça rend un dessin dynamique. C'est quelque chose, c'est cette page. On peut voir les personnages qui sont en bas. Donc c'est pas mal, ça, voilà, on suit l'action, sauf que le truc c'est qu'il y a les personnages qui discutent en bas, et en même temps, vous avez un autre personnage à un autre endroit qui discute, donc on est un peu perdu au niveau du regard. C'est le petit bémol que je ferai sur cette histoire. Par contre, derrière, les dessins, ils collent parfaitement à cette histoire. Au début, j'étais un petit peu frileux aussi, j'avais trouvé les couleurs peut-être un peu trop flashy, j'accrochais pas forcément, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le lire, et je l'ai lu que en janvier. Mais en fait, pourquoi je l'ai pas lu plus tôt? Elle est quand même super bien comme bande dessinée. Donc voilà, c'est vraiment une bande dessinée que je conseille. Donc ça a été édité par Ankama, et c'est sorti l'année dernière, donc en mai dernier. L'année dernière. Donc on peut encore le trouver facilement, peut-être en commandant via internet, sur différentes librairies, ou alors directement en commandant sur une librairie spécialisée. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était tout pour Veil. On va passer au livre suivant. Ça va être encore un manga. Voilà, donc nous allons passer sur les liens du temps. Donc j'avais dit un petit peu plus tôt qu'il n'y aurait pas que de l'heroic fantasy et de la science-fiction. Il y a également, dans ce sens-là ce sera beaucoup mieux, du seinen vraiment classique. Puisque là on a affaire à une histoire de collégiens, le personnage principal a 14 ans, qui est beaucoup trop couvé par sa maman. On sent qu'il est vraiment surprotégé,
Et au niveau et c'est ça la force de ce manga, c'est qu'au niveau des regards, tout ça, l'auteur Judo Oshimi prend vraiment son temps pour, pour vraiment dessiner tous les jeux de regard. Donc ça, c'est un manga qui va se lire assez vite, puisque beaucoup de cases sans texte, mais il va appuyer les regards, et donc on sent tout de suite qu'avec cette immersion protectrice, il y a quelque chose qui va pas. Ça rend une ambiance assez malsaine. Je vais vous mettre quelques images. Voilà. De temps en temps, il va faire des plans plus resserrés sur les regards, des fois des plans un petit peu plus larges. Et donc maintenant, on en est quand même au tome 11, au tome 10. Il y a 12 volumes qui sont sortis au Japon. Une série qui sort régulièrement en France. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle a commencé maintenant. C'est intéressant. Après, il faut aimer un petit peu un petit peu le genre. Hein. Puis voilà, vous pouvez voir quand même que les dessins restent assez simples. Hein. On a par rapport à d'autres mangas où on a souvent des nuages de points pour faire les rides. Là ici, c'est que des traits. Donc ça change, mais en tout cas, qui n'est pas forcément l'habitude de lire beaucoup de mangas. D'ailleurs, c'est peut-être durant cette émission que vous vous apercevrez que les mangas, il n'y en a pas tant que ça. Sauf ce mois-ci. Ce mois-ci, bizarrement, il y en a eu quand même quelques-uns. Donc les liens du sang, dessinés et scénarisés et dessinés par Chudo Oshimi, qui avait auparavant écrit Les Fleurs du Mal. Hein. Ça n'a rien à voir avec le livre de Baudelaire, enfin le recueil de poèmes de Baudelaire, mais en fait c'est lié. Hein. Je n'ai pas lu ce manga, mais a priori il a pas mal plu. Donc sur ce tome 10, on continue vraiment la suite de l'histoire par rapport aux événements des tomes précédents. Trop de rentrer dans le détail parce qu'il s'est quand même passé des choses, et si vous décidez de commencer la série, ça va spoiler complètement, et ce qui sera vraiment dommage. Parce qu'il y a un gros cliffhanger à la fin du premier tome, et là tu fais en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça qui rend en plus vraiment le manga, tu as envie de savoir un peu la suite. Voilà. Comme je disais un petit peu plus tôt, malheureusement, chaque volume se lit un petit peu vite, par rapport à d'autres livres, d'autres mangas. En fait, même après on a quand même 230, 240 pages, hein, donc il te moque pas de nous quand même sur la taille du manga. Voilà. La suite de cette histoire, on a toujours envie de vraiment savoir ce qui va se passer. Ça avance un petit peu doucement, il passe moins de choses dans ce volume que dans les deux volumes précédents. J'attends de voir la suite. Voilà, c'est quand même vraiment un manga assez sympa. Moi j'aime beaucoup les différentes couvertures. Bon, là, vous voyez que celle du tome 10, hein, mais les autres sont assez sympas, avec un visage en fond, et puis les personnages qui sont mis devant. Toujours un petit peu comme ça, les autres couvertures. Donc ça, c'était pour les liens du sang. Passer à un autre manga. Hop. Et là, vous l'avez un petit peu vu tout à l'heure, c'est Vigilant, My Hero Academia Illegals, scénarisé par Hideyuki Furuhashi, et dessiné par Betancourt. Donc, My Hero Academia, c'est un spin-off de My Hero Academia. Enfin, Vigilant est un spin-off de My Hero Academia. Pour résumer un petit peu My Hero Academia, nous sommes dans un univers où 80% des gens ont des pouvoirs, ce qu'on appelle un alter. Et pour pouvoir utiliser ces pouvoirs, sinon tout le monde les utilisait, c'est vraiment le gros bordel. Donc il faut un permis pour pouvoir utiliser ces pouvoirs. Et pour l'obtenir, il faut aller dans une école de super-héros. Donc My Hero Academia et l'Académie My Hero Academia, c'est la meilleure et c'est celle dont suit la classe. Et dans Vigilant, c'est ça qui rend vraiment ce manga différent du récit mère, c'est qu'on va suivre des héros qui eux n'ont pas ce permis, donc ils utilisent leur pouvoir de manière illégale, d'où le illegal à la fin du sous-titre. Donc on a trois héros. Au début on en a trois, là après on a un qui sera, peut-être qui reviendra tout de suite. Je ne sais pas, hein, je dis vraiment ça à chaque sortie. En sachant que j'ai beaucoup de retard puisque c'est une série que je fais faire régulièrement. Hein, j'ai rattrapé mon retard sur la série mère, ou presque, parce qu'il y a un tome qui est sorti la semaine dernière que je n'ai pas encore lu. Et maintenant j'ai attaqué ce spin-off.
Du coup, Mario, et ce que j'ai beaucoup aimé sur ce spin-off, c'est justement que tu veux voir un peu ces personnages qui n'ont pas de pouvoir et surtout qui sont plus grands. Dans la série mère, on suit actuellement des lycéens. Là, ici, on passe déjà à quelqu'un qui va à l'université, enfin même deux personnes qui vont à l'université, donc déjà c'est un petit peu plus adulte par rapport à My Hero Academia. Donc les personnages voilà, sont un petit peu plus intéressants, ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils vivent pas chez papa-maman. Et voilà, ils veulent vraiment aider les gens, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas vraiment le droit. Ils ne font pas vraiment pour chasser, parce que ça reste quand même des héros. La première partie du manga, donc je parle pas du volume 6, je parle vraiment des précédents, il avait une histoire intéressante, hein, on se concentre avec des enjeux moins importants que la série mère, hein, c'est normal, elle se passe aussi avant les événements de My Hero Academia. Donc ils sont un petit peu plus libres, même s'ils peuvent au moins appeler quelques héros qu'on voit, parce que faut faire des clins d'œil, hein, bien sûr, hein, fan service, tout ça, tout ça. Et donc ouais, voilà, l'histoire était intéressante, même s'il y avait quand même quelques chapitres qui étaient un peu creux, où il se passe pas grand chose, et des péripéties pas très palpitantes. Celui-ci a son autre péripétie pas très palpitante, mais il y a le prochain méchant de l'histoire qui apparaît dans ce volume. Il apparaissait déjà un petit peu dans le 5, mais là il est quand même beaucoup plus présent, on voit un petit peu plus ses pouvoirs, on commence à deviner qui est son identité. Donc j'attends un petit peu le tome 7, de lire le tome 7 en tout cas, je l'attends pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc après voilà, ça reste du shonen classique, hein, j'en attends pas plus, hein, ça fait le boulot. Hein, mais je préfère beaucoup mieux ce spin-off à la série mère. En plus moi qui aime beaucoup quand même les comics, là c'est du manga mais on parle de super-héros, les comics quand même, c'est là-dedans on va retrouver vraiment tous les... c'est vraiment le top du top au niveau super-héros. Enfin, c'est le top du top. Il y a de tout. Il y a de tout. Je vous ai même pas mis d'images. Peut-être, voilà quelques images. Hein. Donc c'est pareil, il y a une équipe. Chose surprenante pour un manga, là on a un scénariste et un dessinateur. C'est quelque chose qu'on voit moins, en tout cas que je vois moins souvent. C'est peut-être ça permet de raccourcir aussi les délais. Après, il y a toujours une tripotée d'assistants. C'est du manga. Voilà, c'est un manga en même temps avec un rythme d'un épisode par semaine, encore que je ne sais pas du tout si pour ce manga ça sort aussi de manière hebdomadaire. Je sais pas, je sais que My Hero Academia sort de manière hebdomadaire, mais pas Vigilante. Je ne sais pas. Donc voilà pour Vigilante, c'est bien, mais ça reste un shonen classique. Voilà, pas en entendre plus. On va passer maintenant sur Eden, qui est là. Sur la petite. Tac. Eden, toujours en Perfect Edition. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que, bon sens, ce sera mieux. C'est d'ailleurs pour ça que je le lis. Puisque c'est quelque chose que, a priori, donc là, il y a maintenant 6 volumes qui sont sortis en France, en tout cas en Perfect Edition. C'est un manga qui date de. Oula, il date bien un moment, je regarde juste au début des années 2000. Il a 20 ans ce manga, je l'avais lu il y a quelques années. En tout cas, j'avais lu les premiers chapitres, mais pas de quoi me souvenir vraiment des événements. Voilà, je me souviens de tiens, cette séquence me dit quelque chose, mais ça reste vraiment très flou, très vague. Du coup, de quoi va parler Eden, It's Endless World. Nous sommes donc du coup dans un futur apocalyptique où il y a un virus qui a tué à peu près 15% de la population moderne. On va dire que c'est pas beaucoup par rapport à d'autres virus, mais là quand même ça a foutu un petit peu le dawa au niveau de la géopolitique mondiale. Et on y suit, pour l'instant, Elia, qui fait sa petite fille en Amérique du Sud. Il est accompagné d'un robot, même si on a tout un premier chapitre d'une 150 pages environ, où il y a tout ce qui se passe avant l'apparition du virus. Enfin, plutôt au moment où le virus apparaît, on a quelques petits détails dessus, et puis après on suit Elia, qui est un des enfants des personnes qu'on a suivies au début.
Donc c'est scénarisé et dessiné par Hiroki Endo. C'est vraiment son chef-d'œuvre, celui-ci, hein, d'ailleurs. Bon, vous voyez peut-être pas trop, peut-être plus sur l'image. Hein, dans les Perfect Edition, ils aiment beaucoup mettre Eden, le chef-d'œuvre de Hiroki Endo. Nous avions pareil sur 20th Century Boys, le chef-d'œuvre d'Uratawa. Voilà, c'est pour faire d'autres trucs. Ouais, regardez, c'est vachement bien et tout. Justement, c'est aussi pour ça que j'ai commencé Eden. Hein, c'est maintenant qu'il y a eu 6 volumes de sortie, j'ai lu les critiques et toutes les critiques sont quand même assez positives. Et le livre est culte a priori pour quelques personnes. Ça aussi, je pense qu'il aurait évité. Bon, donc je me suis dit, bah, c'est pour ma culture personnelle, hein, on va l'attaquer. Je vais vous mettre quelques images aussi, pour que vous puissiez vous faire une idée des dessins. Dans les dessins, il y a, bah là on peut le voir vraiment bien sur ces planches, il y a des planches qui vont être très bien dessinées, enfin très détaillées, voilà, les personnages en premier plan, en fond, derrière, tout plein de détails, hein. Et il y a d'autres planches où il y a les personnages et il n'y a rien derrière. Donc, les planches, beaucoup de détails, c'est toujours lisible, donc j'aime beaucoup ces planches-là. Celles où c'est juste un fond blanc, bah, je trouve j'ai envie de dire ce serait de la fainéantise, mais si le manga sortait régulièrement aussi, enfin voilà, on connaît les rythmes un peu intensifs de publication au Japon, je peux comprendre des fois, bon, on fait un fond blanc, c'est pas l'important, l'important ça va être l'histoire et les textes qui sont à côté dans les bulles. Donc pour l'instant, Eden, voilà, j'ai quelques souvenirs, je demande à voir la suite. C'était bien, j'ai apprécié l'histoire, mais je sais pas où est-ce qu'elle va m'emmener. Il y a sûrement peut-être un peu de géopolitique qui va rentrer en jeu aussi, mais je sais pas où ça va aller. Un petit peu ce qui m'a dérangé aussi, je fais pas forcément mon truc, hein, c'est que ça va parler beaucoup de religion, de la place de Dieu hein, dans le cœur des gens et dans l'esprit des gens. Donc, on des gens de différentes religions, athées, pas athées. Donc il y a toujours ça en filigrane. Je suis pas forcément fan, mais il va falloir que je m'y habitue puisque je pense que c'est un petit peu le cœur du manga. Donc c'était voilà, une lecture intéressante. Je me demande d'avoir la suite. Il y aura un tome 2 qui arrivera à un moment. Je ne sais pas quand. Peut-être que je le récupérerai. On verra. Donc c'est toujours en cours de publication. Je pense qu'il va y avoir une dizaine de volumes en version perfecte. On verra. Je vais vous donner des petits détails. Voilà, donc c'est chez Panini, bah, comme 20th Century Boys. C'est le même genre d'édition, bien sûr. Et on va donc passer à le prochain livre. Tac, et là, nous aurons un doublé. On va parler du Serpent et la Lance, le tome 1 et le tome 2. Puisque le tome 2 est sorti en fin d'année dernière. Et bah, pour pouvoir le lire, j'ai relu aussi le tome 1. Les tomes sont ici, hein, donc tac, le tome 1 et le tome 2. Donc c'est scénarisé et dessiné par je donne même pas les coloristes, c'est un petit peu nul. Les couleurs c'est Lee qui le fait, je ne connais pas ce coloriste. Parce que oui, alors je m'excuse auprès des coloristes pour ce premier épisode, hein, on va dire c'est l'épisode pilote. Je ne vous cite pas, hein, je ne cite pas les coloristes, c'est une erreur, hein, puisque les coloristes, surtout dans les comics et dans les BD, hein, pas trop dans les mangas, hein, les mangas c'est un peu en noir et blanc, moins de couleurs, les coloristes font aussi partie de la création du livre et ils sont aussi importants pour notre perception. Des fois, les couleurs sont peut-être un peu ternes et ça marche pas par rapport à l'histoire. L'inverse est vrai aussi. Des couleurs chatoyantes sur une histoire très sombre, ça peut faire bizarre. Donc, auparavant, il était sur la série Oko, qui était une histoire qui se déroulait dans un Japon féodal fantastique, assez fantasmé. Une série qui a pas mal marché. J'ai pas eu la chance de le lire. Par contre, du coup, j'ai attaqué le Serpent et la Lance, qui là, c'est changement d'ambiance radical, puisque nous sommes au niveau de la civilisation aztèque. Bien avant les conquistadors, donc c'est à peu près dans l'entour de... J'en ai aucune idée en fait, je l'ai même pas noté, donc du coup je peux pas vous le dire. L'histoire, c'est donc il y a des momies qui sont retrouvées un petit peu aux quatre coins du royaume
aztèques, des momies de jeunes filles, et donc on charge un personnage en tout cas, d'enquêter sur cette affaire, même s'il y en a plusieurs qui vont enquêter sur, sur ces momies de jeunes filles. À l'instar un peu de 20th Century Boys qui naviguait entre les époques, là on a la même chose, puisqu'on va suivre le héros et d'autres personnages. Donc à l'époque actuelle de l'histoire et le moment au moment enfin des découvertes des momies. Et on va les suivre aussi dans une école, quand ils sont arrivés tous dans l'école en même, plus ou moins, pas en même temps, mais ils ont tous grandi ensemble dans la même école. Voilà, on va vraiment naviguer entre les deux, donc du coup ça permet de faire aussi des pauses dans le récit, comme dans 20th Century Boys. On a une narration vraiment similaire, c'est assez rigolo de voir ça. Et coucou Armantis, les coloris, tu n'as jamais entendu ce terme. Et oui, parce que c'est une erreur jusqu'à présent, même dans les affiches. Hein. Si vous prenez par exemple la couverture, vous voyez que marqué juste Hub, donc l'auteur, mais le scénariste n'est pas cité. Maintenant, il commence à être de plus en plus cité. Si je prends par exemple le prochain album, non, je ne sais pas. Si je prends le prochain album, là c'est un comics, on a 3 noms. Donc on a le scénariste, le dessinateur et le coloriste. Parce que maintenant il commence, mais là c'est du comics, c'est un petit peu différent, mais on commence à les citer de plus en plus, et même en termes de rémunération, ils commencent vraiment à être plus investis dans la vente aussi des livres, là, surtout avec les syndicats de la BD, puisque bon, la BD c'était un gros bordel, pardon, excusez-moi du terme, pour essayer de résumer très court, surtout en plus avec la pandémie qu'il y a eu et qui est en ce moment, la BD se porte très bien, on vend, les ventes c'est génial, il y a plus de 6500 titres par an qui sortent, sauf qu'au final, les auteurs sont de plus en plus précaires, puisque quelqu'un comme Hub, il n'y a pas de problème, il est installé, il avait une série qui a fonctionné, mais aujourd'hui, sur une nouvelle série en plus, regardez, les volumes sont assez épais, hein, si on prend un volume classique d'une bande dessinée, un peu plus classique, si vous avez à faire venir, voilà, là on a quelque chose à 56 ou 64 pages, là on a 173 pages, ici on en a 110 à peu près. Donc déjà c'est du gros volume, donc je sais même ce que vous voulez dire d'ailleurs, si c'est par rapport à la situation de la BD en France. Donc on en vend beaucoup, mais du coup si on veut percer en bande dessinée, c'est très dur, et finalement tout l'argent, beaucoup d'argent reviennent aux éditeurs, et les dessinateurs et scénaristes en touchent très peu, et les coloristes touchent encore moins. Ils font partie de la BD, hein. Si on prend la BD, les couleurs, je vais vous les montrer, les couleurs, pas besoin d'ouvrir l'album. Voilà, tout ça, c'est du boulot, donc c'est normal d'être rémunéré et d'être cité. Denis Bajram, du coup, par rapport qui a une ressortie en fin d'année dernière, qui est Goldorak, qui a été dessiné et scénarisé à plusieurs mains, ils sont nombreux, ils ont tenu quand même que dans les séances de dédicace, il y ait le coloriste de présent, et aussi qu'il soit rémunéré de la même manière que le dessinateur ou le scénariste. Donc voilà un petit peu la situation des coloristes, et donc j'espère que la prochaine fois, au moins pour l'épisode 2, je citerai un peu plus les coloristes que je ne le fais aujourd'hui, au moins les mettre dans le petit sous-titre que vous voyez, top de ce côté-là. Pardon. Vous voyez pas ma main, mais c'est pas grave. Pour revenir au serpent et la lance. Le tome 2, par rapport au tome 1, a des environnements un petit peu plus cloisonnés que le premier. C'est vraiment un peu plus engoncé, donc ça change un petit peu l'histoire. On a moins cette sensation de liberté qu'on avait dans le premier volume, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est un parti pris intéressant aussi. Je vais essayer de réfléchir, de remettre un petit peu mes pensées en lumière. Si voilà quelque chose de très très bien dans le volume, je suppose que Hub a fait pas mal de recherches sur la civilisation aztèque, donc ce qui est montré, que ce soit en termes de costumes, de coutumes, de gouvernement, puisqu'on voit aussi on voit un petit peu ce qui se passe au niveau du gouvernement, dans l'agencement des maisons,
même finalement peut-être des couleurs qui sont impliquées, je vais revenir aussi aux couleurs, d'accord. Je pense que c'est recherché, donc du coup ça rend le truc intéressant. C'est pas une période que je connais beaucoup, et même qu'on évoque souvent, puisque là, quand on évoque les Aztèques ou les Mayas, toutes ces civilisations-là précolombiennes, on y pense souvent au moment de l'Inquisition. Rien à voir, au temps des conquistadors. Et là, on voit un petit peu une histoire dans le monde, ça permet de découvrir des choses, hein, c'est vraiment sympa. Euh, voilà, l'enquête aussi que mènent les personnages est intrigante, on sait pas du tout pourquoi ces jeunes filles ont été tuées. On sait qu'il y a aussi quelque chose qui sont reliés à leur passé, d'où les flashbacks dans le passé. Mais c'est pas un petit peu pareil que dans 20th Century Boys. Le personnage, bah, il a plus de mémoire. Enfin, il a plus de mémoire. Il ne se souvient pas ce qui s'est passé, donc il a besoin des fois de retrouver ses copains pour dire, les anciens copains, pour savoir ce qui se passait à l'époque. Mais au fait, tu te souviens de tel truc? Peut-être, je ne sais plus. Donc flashback, ça fait une pause dans le récit. Voilà, c'est la suite. Ça donne envie vraiment de tourner la page. Après, on a beaucoup de personnages, il faut suivre. Mais voilà, donc c'est pour ça que du coup j'avais relu le premier volume avant le 2, parce que je me souvenais des événements, vaguement des événements. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver régulièrement, hein. Je vais relire le tome 1 ou 2, enfin, le tome précédent avant d'attaquer le nouveau, puisque je me souviens pas. Enfin, je me souviens pas. Ça fait des fois 1 an que j'ai lu la bande dessinée, donc je me souviens un petit peu moins. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Oui. Petit peut-être quand même, allez, on va faire une petite critique sur cet album, c'était surtout dans le premier, beaucoup moins dans le deuxième, ils ont corrigé toutes les scènes dans l'obscurité, donc que ce soit des scènes de nuit ou dans les bâtiments, puisque dans les bâtiments, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de la lumière, c'était juste les torches, donc toutes les scènes dans l'obscurité sont très très sombres, le tome 1 est assez difficile à lire dans l'obscurité, le tome 2 justement c'est un petit peu plus clair, beaucoup plus simple. Voilà ce que j'avais à dire. Donc du coup, le tome 1 était sorti fin 2019, le tome 2 est sorti fin 2021. Donc maintenant, on attend le troisième tome qui sera le dernier. On va supposer que ça va sortir fin 2023. On va devoir attendre 2 ans avant de savoir ça. Non, ça va être long. Mais c'est souvent le cas, malheureusement. Voilà, la personne, elle est toute seule à dessiner. Hein. Donc, et puis voilà, les volumes, c'est pas des petits trucs. Donc c'est normal que ça prenne du temps. Hop, je prenais ça là parce que je n'ai plus trop de place. On va passer à la suite. Donc nous sommes sur un comics. Nous allons parler de Skyward, le tome 3. Et je vais même parler finalement du tome 1 et du tome 2 puisque j'ai relu le tome 2, je n'ai pas relu le 1 parce que c'est sorti assez... ils se sont assez enchaînés. Donc les événements du tome 1, je me souvenais quand j'ai relu le tome 1 pour lire le tome 2. Là j'ai relu le tome 2 pour lire le tome 3. Donc Skyward, l'histoire. Le postulat de départ, c'est que la gravité sur Terre s'est arrêtée. Il n'y en a plus. Globalement, là, chaque habitant vit en apesanteur. Donc avec la dangerosité que ça implique, hein, un mauvais appui et pouf, on s'envole dans le ciel, dans l'espace. Et donc c'est ce postulat de départ. On y suit Willa, une jeune fille qui est née, enfin qui était toute bébé quand la catastrophe est apparue, puisque c'était vraiment l'absence de gravité est apparue d'un coup. Donc ça a été un peu l'apocalypse. Donc on y suit cette jeune fille, donc on voit très à l'aise dans les gratte-ciel de Chicago, qui est une livreuse. Son papa était un scientifique qui avait prévu que l'absence de gravité apparaisse. Il l'avait anticipé, hein, mais bon, hein, vous savez, les scientifiques, on les écoute pas vraiment. C'est une histoire vraiment classique, puisqu'on va avoir Willa qui va affronter les corporations qui ont profité du cataclysme pour s'enrichir et profiter des gens, profiter de la situation. Donc on se trouvait ce postulat-là de départ, en tout cas, qui va rester un petit peu. Donc c'est vraiment une histoire assez classique, c'est juste le postulat, hein, ce monde sans gravité, hein, qui est original. Je vais vous montrer quelques images.
Hop, si je vais vous montrer du coup aussi la couverture du tome 1, j'adore cette couverture, hein. Donc là on voit bien le personnage principal, la tête en bas, avec les cheveux qui sont pas soumis vraiment à la gravité, qui partent un peu dans tous les sens. J'adore cette couverture. Et je vais vous montrer quelques images, voilà. Ça, ce sont des images du tome 3, celui-ci. Donc du coup, je vais vous montrer les couvertures, enfin, celle du tome 2, puisque celle du tome 1, hop, vous l'avez vu, c'est celui-là. Et le tome 2, c'était celui-ci, toujours avec le personnage qui vole dans le ciel. Bah, le tome 1, on était à Chicago, donc on ressentait la dangerosité de cette absence de gravité, puisque voilà, pour naviguer entre les différents bâtiments, on est obligé de tout lâcher. Dans le tome 2, on est en forêt, donc on sent moins la gravité de la gravité de la gravité. Je pense qu'il y en a d'autres menaces qui apparaissent, et ensuite dans le tome 3, pareil, il y a d'autres enjeux qui apparaissent où tout n'est pas vraiment centré sur la gravité. C'est le postulat de départ, et maintenant après on s'en est un petit peu émancipé. C'était très sympa à dire, j'ai vraiment apprécié le caractère de l'héroïne, que pleine d'énergie et tout, qui dit ce qu'elle pense. Et de temps en temps, c'est ça qui est vraiment, vraiment sympa aussi, c'est que les gens vont dire des choses, peut-être avec quelques sous-entendus ou non, sans que les sous-entendus soient faire exprès, et pouf, elle va réagir, donc on sent une immédiateté, puis ça se dit, de la situation, donc ça rend encore le personnage vraiment, vraiment sympa, puisqu'elle est vraiment pleine d'énergie, dynamique, et elle va toujours vers l'avant. Les méchants sont caricaturaux, l'histoire après derrière, elle reste vraiment classique. Point fort de la série, ce sont les dessins, qui sont vraiment sympas. Ils fonctionnent vraiment bien par rapport à l'histoire racontée, et c'est surtout le boulot immense qu'ils ont dû avoir sur les cheveux de Willa. Les autres cheveux sont un petit peu plus petits, ça participe au dynamisme de la scène, puisque les cheveux du coup ils suivent les personnages, enfin leur personnage s'arrête, les cheveux pouf, ils vont passer devant, et ça rend vraiment chaque cas dynamique, on suit les mouvements des personnages. Donc il y a eu un énorme boulot, parce que Willa a quand même des cheveux longs. C'est un sacré boulot, et les couleurs donc, du coup, d'Antonio Fabela sont très claires, très colorées. Je suis pas toujours fan des couleurs comme ça, chatoyantes, mais ça passe par rapport à l'histoire racontée, par rapport à l'énergie que met le personnage principal. C'est vraiment, vraiment sympa comme histoire, donc si à l'occasion, c'est un comics indépendant, qui est donc du coup édité chez iComics. Donc c'est une maison d'édition qui publie aussi Lock and Key, je crois qu'il fait les Tortues Ninja aussi. C'est une maison d'édition assez récente. Donc voilà pour Skyward. Donc c'est une série qui est terminée désormais. Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il va y avoir une suite? On peut toujours l'imaginer. L'histoire vraiment se termine, l'arc narratif se termine. On ferme le livre. Maintenant, à nous d'imaginer ce que pourraient vivre les personnages, que pourrait vivre Willa par la suite. C'est toujours le truc des histoires. Quand on ferme un livre, est-ce que les personnages, pouf, l'histoire s'arrête, ou est-ce qu'elle continue dans notre imagination, dans l'imagination du voisin? C'est un jour, peut-être que je vous parlerai de Promethea, qui aborde un petit peu ces sujets-là. Même si Promethea, faut pas le mettre entre toutes les mains, c'est une lecture assez difficile. Mais c'est intéressant aussi. On va passer ensuite à Holodream. Je vais le retrouver. Tac. Voilà. Holodream, c'est une série d'heroic fantasy en 10 volumes. Donc là, j'en suis au 7 et 8. Une série qui est désormais terminée. Je les ai ici, les 2 volumes. Donc hop, on a le tome 7 et le tome 8, donc sous-titré Les Flammes de Wisnir. Donc moi, un truc à peu près comme ça. Du coup, c'est dessiné par David Chauvel. C'est scénarisé par David Chauvel et dessiné par Jérôme le Reculé, et colorisé par nous. C'est sur merci la couverture. Donc cette série se passe dans un monde d'heroic fantasy classique, avec des elfes, des nains, des orques, des humains,
différentes peuplades. Les volumes marchent par deux. Donc chaque volume, chaque double volume, ça forme un cycle. Donc on avait un premier cycle, on suivait un genre de Suicide Squad avec des nains, des humains, dans une mission suicide un petit peu pour récupérer un être humain. Dans le tome 2, on retrouvait des personnages du premier volume qui c'était un peu la suite de leur histoire, donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Et là, dans le tome 3 et 4, non, ça c'était le cycle 2, dans le cycle 3, on suivait un nain et un elfe, l'association des deux, donc pouf, on avait plus tous ces personnages des cycles précédents, là on était vraiment dans une nouvelle histoire, et là on a encore une nouvelle histoire au début, en tout cas dans le tome 7, je vais y revenir derrière. Donc où là on va suivre un orc et ses copains qui vont, pour ce qu'ils veulent, tuer le dernier des dragons, puisque le dernier dragon, ce dragon-là avait tué sa famille, et donc du coup il veut se venger. Avec quelques petits pics aussi sur la condition de la femme, du coup, qui, par rapport, donc là ce sont des jeunes orques, la femme doit rester à la maison, tout ça, et la sœur elle fait non, je vais venir avec toi, je vais venir t'embêter, tu vas voir, je suis aussi forte que toi, voire plus. Donc c'est un petit peu rigolo au début. Et ensuite on attaque le tome 8, donc ça c'était le tome 7, le tome 8 il change un petit peu son postulat. On est un petit peu maladroitement, je veux pas non plus trop spoiler les événements du 8 puisqu'il découle quand même ceux du 7, mais c'est qu'on va suivre l'histoire toujours de cet orc. D'un coup, sans prévenir, la page suivante, on va passer sur les personnages qu'on a vus précédemment dans les cycles précédents. Donc un orc et une humaine, le nain et l'elfe du troisième cycle, mais sans prévenir, il n'y a même pas une petite bulle en bas d'une case. Et pouf, quand on monte ensuite sur la case suivante, la première bulle a amorcé le changement de point de vue, et pouf, on passe au changement suivant. Non, c'est vous avez la page avec votre orc, et pouf, vous passez sur le nain et l'elfe, sans prévenir. J'ai eu du mal avec cette narration, parce que on n'était pas habitué jusqu'à présent. C'est une logique dans la série, on voit que du coup ils vont commencer à tout relier toutes les histoires ensemble. Je vais pas vous dire pourquoi, mais j'ai trouvé que finalement ce cycle est un peu raté. Voilà. Même s'il va amener justement sur le dernier cycle, le tome 9 et 10, on verra ce qui va se passer dans le prochain, dans le prochain cycle. Je suis quand même curieux de voir ce qu'ils vont faire et comment ça va se finir. Une des particularités de cet univers, c'est par rapport aux autres univers que j'ai pu lire avec des nains, des elfes, des orques, je pense notamment à la série qui se passe dans les mondes d'Aran, qui s'appelle Elfes, Nains et Orques. J'en parlerai peut-être le mois prochain ou le mois d'après. C'est que cette série est sombre. J'ai essayé de le montrer avec quelques images, même au niveau des couleurs, les couleurs sont un petit peu plus ternes, moins vives en tout cas, parce que le récit est assez dur. C'est pas on va dans la forêt, oh tiens des orques, tu tapes dessus et tout, c'est rigolo. Non, il y a des morts, il y a du sang, c'est une époque violente. Donc ça change un petit peu, et c'est vraiment pour ça que j'ai vraiment accroché les deux premiers cycles, un petit peu moins le troisième. Celui-ci, du coup, à cause du tome 8, j'ai moins accroché, mais voilà, c'est la suite de l'histoire. On va voir comment ils vont débrouiller sur le tome 9 et 10, le prochain diptyque. Et donc ça, c'est une série, donc, comme je disais, qui est terminée. Hop. Ensuite, on va passer sur le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Hop. Et donc, il est là. ISS Snipers, le tome 4, intitulé Sharp. Donc Sharp, c'est ce monsieur qui est là. ISS Snipers, c'est de la science-fiction bourrine. Vraiment bourrine, donc c'est plus du space opéra. Oui, ça se passe dans l'espace, mais voilà. Donc on y suit les snipers. Ce sont des personnes qui sont capables de tirer sur une cible depuis l'espace, sur Terre, enfin voilà quoi. Je vais pas vous donner les termes, je vais pas pouvoir citer les termes qu'ils emploient pour ça, puisque les snipers sont des gros bourrins, avec un langage très très fleuri. Tous, les 4 tomes, c'est vraiment des très 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 gros bourrins. Celui-ci, tout pareil.
Donc, dans ce volume 4, donc déjà, on va quand même parler des auteurs. Donc, on a Olivier Perru qui fait le scénario, donc c'est un habitué de la Maison Soleil, puisque c'est publié chez Soleil, Soleil Productions. Donc c'est un habitué, on le retrouvera sur pas mal de séries. Après c'est chapeauté aussi par Olivier Jarry, je crois, cette série, ou pas du tout. Non, Jean-Luc Piscine, autant pour moi. C'est lui qui, on va dire, gère la cohérence. Chaque volume est indépendant, mais de temps en temps, paf, il y a une petite citation qui parle d'un personnage des autres volumes. Et c'est dessiné et colorisé par Alexandra de Bernardis, une auteure, enfin une dessinatrice italienne, qui avait fait auparavant Red Sun, édité chez Camiti. Donc pareil, c'était de la science-fiction aussi. D'ailleurs, j'avais eu le droit à une jolie dédicace, je vous la montre parce qu'elle était quand même jolie. Voilà. Elle m'avait fait un petit buste sur le volume 2 de Red Sun. Donc ce volume, de quoi il parle? On a une équipe de snipers qui se réveille qui a été mis en cryogénisation parce qu'ils avaient fait des choses pas terribles. Je sais plus tout à fait quoi, enfin donc disons qu'ils ont été punis à 100 ans de cryogénisation. On les a réveillés plus tôt pour faire une mission et tout, donc on les envoie en mission et ils sentent tout de suite que la mission, elle sent pas bon. Mais d'ailleurs, c'est toujours, on va dire, le thème presque des différents volumes. À chaque fois on envoie les snipers en mission et tous les snipers ils aperçoivent toujours que leur boss derrière, il les envoie au casse-pied. Et comme je disais aussi plus tôt, ils emploient un langage très très fleuri. Je prends une page au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus sur cette page? Non, pour cette page-là, a priori ça va. Ah si, on va se faire claquer les couilles. Voilà. Je vais m'arrêter là. Hein. C'est un langage. Voilà. C'est des snipers. Des robots en fait. Par rapport au tome précédent, ça change, ça c'est pas mal, c'est que la narration est moins faite par voix off. Dans les autres volumes, toute l'histoire on la suivait principalement avec des bulles de voix off, où il y avait finalement très peu de bulles de dialogue. Celui-ci, il a beaucoup plus de bulles de dialogue. Je vais montrer quelques images. Hop, tac. Bon. Donc du coup, ça change la narration, puisque la narration à la première personne avec justement ses voix off. Oui, c'est une sorte de Deadpool. Ça pourrait être une sorte de Deadpool à Mantis. Pas tout à fait, parce que Deadpool en plus va s'adresser au public en brisant le quatrième mur. Là, non, hein. Là, il parle limite. C'est comme s'il enregistrait un journal de bord. Et cette narration-là, on va la retrouver dans les albums des nains, enfin, un petit peu toutes les séries concept de Soleil. Donc, à un moment, c'est bien de changer. Et donc du coup, celui-ci change et donc l'histoire se suit bien aussi. C'était sympa. C'était en voulu, voilà, sympa. On ne prend pas plus des snipers, hein, c'est des bourrins. En termes de dessin, par rapport au dessin de Bernard Bliss, j'ai préféré ceux qu'elle avait fait dans Red Sun. Pas du mal à vous montrer. Là, elle a un petit peu changé de style graphique et c'est peut-être ses couleurs que je trouve un peu terribles. C'est dommage, j'aurais mis un petit peu plus de couleurs. Juste avant, je disais que j'aimais pas trop les couleurs chatoyantes. Là, en l'occurrence, elles sont vraiment ternes et c'est un peu dommage par rapport aux différents visages. Je fais moins la différence entre les visages. On a vraiment juste un volume pour s'habituer à eux. Ça passe assez vite. En plus, ici, dans ce volume-là, on a Sharp, le chef d'équipe, c'est celui qu'on suit. Et après, on a tous ses potes, tous ses snipers qui sont avec lui. Le temps qu'on repère qui c'est, ils sont peut-être fait désinguer, ils ont suivi, parce que oui, c'est des snipers, là, ils font des guerres, il y a des monstres. C'est aussi ça, la guerre, malheureusement. Donc, pour l'instant, Yes et Snipers, c'est une série, bon, il reste encore un volume, est-ce qu'ils vont continuer? Je ne sais pas. Ça vole pas bien haut, parce que c'est des gros bourrins, mais ça se lit, voilà, c'est de la science-fiction, bien la science-fiction. Pour l'instant, allez, celui-là, à la limite, si je devais les classer, ce serait. Le premier tome était vraiment sympa. Les deux autres volumes, c'était plus anecdotique. Celui-ci, voilà, il est un peu au-dessus du volume 2 et 3, en dessous du premier. Il a un petit retournement de situation à la fin qui est
dont on ne s'entend pas, donc tant mieux d'ailleurs si on surprise. Donc voilà, c'est intéressant. C'est les Sabers, mais oui. Et j'arrive à la fin de toutes les lectures du mois de janvier. Enfin, j'avais lu aussi d'autres choses. Passer sur la scène principale, tac. J'avais lu d'autres livres, enfin surtout un, mais voilà, c'est un livre que je n'avais pas du tout aimé. Et je vais essayer pour cette chronique, pour tous les livres où je n'ai pas de points positifs à raconter, de ne pas en parler, parce que j'ai pas envie de perdre du temps à parler de livres pas sympas, où il n'y a pas de critique positive, où il n'y a rien qui va, ça arrive. Mais je vais éviter d'en parler, parce qu'il y a quand même aussi des auteurs derrière, qui ont mis peut-être des fois du cœur à faire leur BD. Bon bah voilà, je ne veux pas non plus défoncer les auteurs. Donc bah ce sera la fin aujourd'hui de cette première chronique BD. J'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était un petit peu bordélique, que ce soit dans la réalisation et puis même dans ce que je devais dire. Il va falloir que ça rentre. On avait noté tout un tas de choses par rapport aux différentes bandes dessinées. J'espère au moins avoir été clair. J'espère aussi ne pas avoir parlé trop vite. C'est un gros défaut, mais je vais essayer de me soigner là-dessus. Donc je vous retrouve en tout cas le mois prochain, 4 février, avec d'autres histoires. Normalement, il va y avoir du Free Squill Funérailles. J'ai lu les volumes, mais on est en février, donc du coup j'ai dit on en parle la prochaine fois. Je suis trop content pour ces deux-là. On va avoir du Sillage aussi, le dernier tome. Je relirai sans doute celui d'avant parce que je m'en souviens pas, et aussi un comics de super-héros français, masqué, qui est sorti en intégrale là tout récemment, donc je suis assez curieux de voir ça. Peut-être avoir de l'Eden, du Volodrine, du My Hero Academia, en fonction de ce que je vais décider de lire. D'autres livres, des surprises aussi pour moi, c'est toujours bien les surprises. Et tu n'es pas amateur de BD, manga, comics, Armantis, mais c'était très intéressant. Et bah tant mieux, c'était quand même aussi le but de faire partager, puisque j'en lis beaucoup, j'ai envie. Voilà, c'est dommage de lire finalement que pour moi, donc je fais partager un petit peu aux personnes qui vont regarder, et puis je le fais en direct, parce que moi je peux interagir avec le chat, avec toi en tout cas Armantis. C'est toujours un petit peu plus intéressant. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis on se retrouve le mois prochain. Allez, des bisous. Ciao ciao.